Intéressons-nous maintenant au découpage du cours. La démarche de décomposition ou de découpage du cours comporte deux étapes. Premièrement, la structure générale du cours ou design global résulte de la mise en œuvre de la stratégie pédagogique. On entre ensuite dans le détail du découpage du cours en unités d'enseignement. Pour cela, il faut avoir à l'esprit un ensemble de principes permettant de faire un découpage pertinent. L'objectif étant d'en arriver au plan détaillé du cours. L'objectif de cet écran est de préciser le vocabulaire que nous allons employer dans ce cours. Un cours peut être découpé en unités d'enseignement. C'est la maille élémentaire. Elle est notamment importante dans le cas de l'importation du cours dans une plateforme de formation, car c'est sur la base de l'unité d'enseignement que le suivi de l'apprenant est assuré. Les unités d'enseignement sont composées d'activités, qui sont en elles-mêmes composées d'écrans ou de pages. Une activité est une séquence d'écrans ou de pages qui possède une fonction précise. Par exemple, on pourra trouver des activités d'introduction, de conclusion, d'exposé analogique, de quiz, etc. L'écran ou la page est l'unité de compte pour la production de la ressource. En effet, le coût de production de la ressource pédagogique dépend en général du nombre d'écrans ou de pages et de leur composition. Notez bien, dans le cadre du GSE, le vocabulaire est différent de celui-ci, mais la structure logique est la même. Comment décompose-t-on un cours en unités d'enseignement? La méthode repose sur l'application de trois principes. Premièrement, une unité d'enseignement doit avoir un objectif principal et un seul. Deuxièmement, une unité d'enseignement a un type dominant. Le type d'unité d'enseignement correspond à des formes de base associées à des objectifs spécifiques. Nous verrons dans quelques instants quels sont les différents types d'unités d'enseignement. Et troisièmement, une unité a une durée limitée. Sylvain Vaccarès propose une durée maximale de 40 minutes. Bien entendu, cette durée peut être plus courte ou plus longue. Si le sujet traité nécessite plus de temps, il faut la décomposer en plusieurs unités d'enseignement. On distingue 4 catégories d'unités d'enseignement. Les unités d'enseignement d'introduction de cours, qui ont pour fonction de fournir à l'apprenant tous les éléments nécessaires au démarrage du cours, tels que les objectifs, le planning, le plan détaillé, les règles de navigation dans les modules, etc. Les unités d'enseignement formatives, qui ont pour fonction de transmettre les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Les unités d'évaluation, qui ont pour fonction d'évaluer les savoirs et les savoir-faire et le savoir-être acquis par les apprenants. Et enfin, les unités de conclusion, qui terminent les cours et peuvent aiguiller, le cas échéant, sur d'autres cours ou sur des moyens d'approfondir ses connaissances. La démarche de conception d'une unité d'enseignement formative est composée de 3 étapes. La première étape consiste à identifier le type d'unité d'enseignement. Celui-ci dépend de la nature de son objectif. Nous y reviendrons. La seconde étape consiste à prendre en compte les principes communs à la conception de toute unité d'enseignement formative. Enfin, il faut vérifier l'ambition pédagogique de l'unité d'enseignement conçue. Il faudra notamment valider le respect des objectifs et des caractéristiques initiales qui ont conduit à la définition de l'approche pédagogique, c'est-à-dire les niveaux des apprenants, l'ordre d'acquisition des connaissances, etc. Les écrans qui suivent vont détailler chacun de ces points. Comme nous l'avons vu, une unité d'enseignement a un objectif pédagogique prédominant. La nature de cet objectif doit nous permettre de déterminer la forme générale de l'unité d'enseignement, c'est-à-dire une forme d'organisation pédagogique type en fonction du type dominant d'acquisition visée. À partir de divers travaux de pédagogues, notamment américains, on peut arriver à la classification d'acquisition de savoir suivante. L'acquisition de savoir basée sur des faits regroupe les situations pédagogiques dans lesquelles les connaissances déclaratives doivent être mémorisées telles quelles.
On peut prendre comme exemple une séquence ayant pour objectif la mémorisation des 10 pays ayant un PIB le plus élevé et le plus bas. L'acquisition de savoir basé sur des concepts regroupe les situations pédagogiques ayant pour but l'acquisition de connaissances déclaratives basées sur des représentations mentales ou prototypes d'objets. On peut prendre comme exemple une séquence ayant pour objectif de reconnaître les comptes de bilan. L'acquisition de savoir ou de savoir-faire basé sur des procédures regroupe les situations pédagogiques ayant pour but l'acquisition de connaissances procédurales basées sur un comment faire à partir d'enchaînements d'opérations, de règles. On peut prendre comme exemple une séquence ayant pour objectif de savoir effectuer une écriture comptable d'achat de marchandises suivant les règles du plan comptable en vigueur. L'acquisition de savoir-faire basé sur des principes regroupe les situations pédagogiques ayant pour but l'acquisition de connaissances pratiques basées sur l'action, résultant de l'adéquation entre les connaissances acquises et leur mise en application. On peut prendre comme exemple une séquence dont l'objectif est être capable de mettre en œuvre une politique d'amortissement des dépenses. Il s'agit d'objectifs dont le niveau, au sens de Bloom, est plus élevé qu'à la simple application d'une procédure. Il nécessite de s'approprier un ensemble de règles, d'analyser une situation et de produire une action à partir de ces règles et de cette analyse. Pour terminer, l'acquisition de savoir-faire basé sur des attitudes regroupe les situations pédagogiques ayant pour but de modifier le comportement de l'apprenant. Ce sont les séquences les plus difficiles à réaliser, surtout en e-learning. En effet, tout ce qui touche au comportement nécessite une mise en pratique physique de la part de l'apprenant. Le travail devant l'écran n'est donc pas très adapté. On peut toutefois effectuer certaines simulations destinées à faire acquérir des réflexes qui permettent de limiter la durée des séances présentielles. Ce tableau montre que la classification porte sur la nature de l'objectif, mais également sur le type d'action cognitive. Plus on progresse dans la classification, plus les actions cognitives sont complexes. C'est ce qui va permettre de déterminer les formes associées à chaque type d'unité d'enseignement: fait, concept, procédure, principe, attitude. Si des formes différentes existent en fonction des types d'unités d'enseignement, la conception d'une unité s'appuie sur des principes communs à tous les types d'unités d'enseignement. Notamment, chaque unité comporte 3 systèmes: un système d'entrée, un système d'apprentissage et un système de sortie. Étudions de plus près ces 3 systèmes. Le système d'entrée a pour objectif de préparer l'apprentissage. Il s'agit de l'introduction à l'unité d'enseignement. Le système d'apprentissage présente le contenu proprement dit. Il a pour objectif de faire assimiler la connaissance aux apprenants. Le système de sortie doit permettre à l'apprenant de mettre en application et de transférer ses connaissances. Il s'agit de mise en application, d'approfondissement, d'évaluation et de conclusion. La dernière étape de la conception d'une unité d'enseignement consiste à vérifier l'ambition pédagogique. Pour cela, on validera que l'unité d'enseignement répond aux attentes par rapport aux objectifs pédagogiques annoncés au début de l'unité d'enseignement, par rapport au niveau de l'apprenant, par rapport au temps consacré à l'apprentissage et par rapport à la densité des informations à mémoriser. Cet écran nous montre la structure typique d'une unité d'enseignement de type concept. Bien entendu, il ne s'agit pas ici d'une forme absolue, la seule possible pour transmettre les connaissances de ce type. Il s'agit d'un modèle cohérent, adaptable, offrant une base de travail au concepteur. La structure typique d'une unité d'enseignement de ce type sera composée de 5 étapes successives. Il faudra introduire l'unité d'enseignement et notamment annoncer les objectifs, le plan, la durée et indiquer à l'apprenant ce qui est attendu de lui.
il faudra ensuite définir le concept étudié. Pour cela, on peut proposer diverses activités à l'apprenant. On peut, par exemple, lui proposer un exposé de type inductif, lui permettant de construire lui-même la définition à partir de ses propres connaissances. Ou, encore, procéder par analogie. Ensuite, il faudra lui permettre de s'entraîner à la reconnaissance du concept. Les exercices de discrimination sont très efficaces dans le cas d'un concept. Par exemple, si nous souhaitons enseigner la notion de développement professionnel, nous pourrons lui proposer un exercice lui présentant des situations pour lesquelles il devra indiquer s'il s'agit ou non d'une instance de pratique professionnelle. La conclusion viendra terminer la partie cours de l'unité d'enseignement. Elle proposera une synthèse et mettra en valeur les points essentiels. Elle pourra également proposer des liens vers des approfondissements. La dernière étape permettra d'évaluer les connaissances acquises par l'apprenant. Ce tableau présente une liste non exhaustive d'activités et leur adaptation à chaque type d'unité d'enseignement. Plus l'activité demande une charge cognitive élevée, moins elle est adaptée au type d'unité d'enseignement fait ou concept. Pour chaque type d'unité d'enseignement, on peut construire une structure telle que celle que nous avons vue appliquée au cas de l'unité d'enseignement de type concept. De la même façon, nous allons pouvoir déterminer des enchaînements logiques d'écran ou de pages pour chaque type d'activité. Voici un exemple d'une activité de type exposé inductif. Comme pour la structure de l'unité d'enseignement de type concept, il s'agit d'une forme de base adaptable. La particularité de l'exposé inductif réside dans sa démarche, aller du particulier au général. Elle permet de s'appuyer sur des connaissances présentes chez l'apprenant pour en construire de nouvelles. Ce schéma propose un enchaînement logique permettant de construire ce type d'exposé.